Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans VIP. Je reçois aujourd'hui l'écrivain américain préféré des Françaises et des Français, celui qui murmure si bien à l'oreille des femmes. Il s'agit évidemment de Douglas Kennedy. Douglas Kennedy, bonjour. Bonjour, grand plaisir. Ça fait 5 ans que vous n'êtes pas revenu nous voir dans cette émission. Mais oui, je vous ai manqué, j'espère. Tout ton. Terriblement, évidemment. Et je suis ici après 5 ans. Il s'est passé une chose incroyable ces 5 dernières années pour vous. Vous allez pouvoir nous en parler. Il s'est passé plein de choses incroyables. Il y a tous ces nouveaux livres dont on va parler. Mais surtout, vous avez été édité dans votre pays. Et ça, c'était quand même enfin dans votre pays. Parce que votre succès s'est forgé, succès littéraire, s'est beaucoup forgé en Europe. Et vous étiez traduit dans 21 langues, succès planétaire, sauf chez vous. Alors ça, c'était comme une grosse contradiction. Ça, c'était une blessure. Au début de ma carrière, oui, j'habitais à Londres, avant ça à Dublin. J'ai commencé ma carrière littéraire à Londres. Et puis, c'était très difficile, franchement, de frapper à la porte des maisons d'édition américaines. Et puis, en fait, j'ai eu un succès fou avec L'Homme qui voulait. Ça avait un contrat énorme aux États-Unis, beaucoup d'argent, avec l'idée que peut-être je serais le prochain John Grisham ou quelque chose comme ça. Le truc, en fait, le roman s'est très, très bien accueilli aux États-Unis. Et aussi, en fait, ça a vendu très, très bien. Mais ce n'est pas un succès hallucinant que tout le monde a attendu. Et puis, en fait, j'ai écrit, en fait, Les Désarrois de Ned Land après ça. Les Désarrois de Ned Land. Qu'est-ce que j'ai pu aimer aussi, celui-là. Oui. Et pour moi, c'était un divertissement. Mais très bon critique, franchement, des ventes, pas des grands chiffres. Et puis, j'ai changé mon chemin complètement avec La Poursuite du bonheur. Le truc, je pense, aux États-Unis, on a une étiquette comme écrivain. Et au début, ils ont décidé, oui, il écrit des polars psychologiques. Mais la vérité derrière de ça, le truc avec L'Homme qui voulait vivre sa vie, on tourne des pages, c'est très accessible. Il y a beaucoup de suspense, il y a un aspect très Hitchcockien, mais aussi, c'est un livre très existentiel. Le sujet, c'est l'identité. Et aussi le fait qu'il y a toujours une vie en parallèle. On vit une vie, mais on imagine une autre vie en même temps. Et pourquoi on construit sa propre prison. Donc, ce n'est pas quelque chose hyper commercial, mais très accessible. Mais enfin, après 9 ans, sur la liste noire, en fait, les portes sont ouvertes maintenant et je suis complètement édité chez Simon & Schuster. Je suis revenu aux États-Unis en 2011. Après mon divorce, j'ai acheté une maison dans le Maine et maintenant je vis aussi à New York, ma ville natale. Donc je suis revenu. Donc vous êtes revenu au bercail, comme on dit. C'est vrai que vous parlez du Maine, c'est un État américain qui traverse beaucoup de vos romans. Moi j'ai découvert le Maine de manière littéraire avec vous, je n'y ai jamais mis les pieds, mais je peux vous assurer que je vais aller découvrir. On a envie de connaître la côte, on a envie de connaître ces maisons dont vous parlez. C'est un État un peu bourgeois, comme vous le racontez. On a envie de découvrir ces lieux où se passe beaucoup de vos histoires. Je ne sais pas si c'est bourgeois. Franchement, en fait, le Maine, c'est sauvage. C'est notre Bretagne. C'est votre Bretagne à vous. C'est aussi l'État dans lequel écrit Stephen King, non? Oui, mais aussi, il y a beaucoup d'écrivains qui vivent là-bas. Et beaucoup d'artistes d'une manière générale. Oui, tout à fait. Mais Marguerite Yourcenar habitait là-bas pendant sa vie. Mais maintenant, moi-même, King, Richard Ford, Richard Rousseau, oui, en fait, 2-3 historiens très connus aux États-Unis. Et honnêtement, c'est sublime. Et c'est pas loin, en fait. C'est 2h30 de Boston et aussi, en fait, 6 heures en voiture de New York ou 1 heure avec le vol. Et donc, j'ai un bon équilibre entre New York, entre la ville et la campagne. Oui, mais aussi entre les États-Unis et l'Europe. Ce n'est pas comme j'ai renoncé à ma vie européenne, au contraire. Je suis ici une moitié de l'année et j'ai des racines immenses ici, surtout en France, où j'habite depuis l'an 2000. Mon Dieu, les temps passent trop vite. Trop vite. Ah, vous parliez d'identité, qui était votre tout premier thème, mais vous ne l'avez jamais vraiment lâché, parce que vos personnages, et c'est sans doute pour ça qu'on s'attache beaucoup à eux, traversent des crises identitaires très souvent. Comme tout le monde. Oui, mais c'est bien pour ça qu'on se reconnaît complètement dedans. Des crises de la quarantaine, par exemple. Alors, si je commence avec ce livre-là, 5 jours, qui est sorti en 2013, qui est encore tout récent, on a 2 personnages principaux, un homme et une femme, Richard et Laura, tous les deux au milieu de leur vie, une
une sorte de gué, voilà, qu'il va falloir passer, tous les deux malheureux en mariage. Vous disiez, mes thèmes, c'est souvent la vie parallèle. Vos personnages ont souvent une vie parallèle. Il y a des thèmes comme ça qu'on peut retrouver. C'est des chroniques douces amères de ces vies-là, qu'elles peuvent être américaines, allemandes ou françaises. De toute façon, c'est l'humanité. C'est l'humanité, en fait. J'ai dit ça récemment, même si c'est Corée du Nord. J'imagine qu'il y a des problèmes familiales au Corée du Nord. C'est un État hyper totalitaire et fermé. Mais la condition humaine reste la même chose partout. Je suis très grand voyageur. J'ai compté récemment, parce qu'un journaliste m'a demandé 56 pays. Mais de toute façon, vous avez commencé comme journaliste voyageur, vous, au départ, oui, pour tester votre écriture. Voyageur, écrivain voyageur. Écrivain voyageur, plutôt. Oui, il y a des récits de voyage. Chroniques en Égypte, il y a eu des récits de voyage. Mais pour moi, ça, c'était comme une université pour le roman. J'ai décidé d'éviter, en fait, des tentations de premier roman classique, ma famille bordélique, ou la première femme qui a brisé mon cœur, ou l'été quand tout a changé. J'ai voyagé en Égypte, dans la centre de la Bible aux États-Unis, dans le monde de finance, et puis en fait en 91 en Australie avec l'idée je vais écrire un autre récit de voyage. J'ai écrit comme ça, que maintenant Piège nuptial, ça c'était le début de ma carrière comme écrivain, comme romancier. Le truc pour moi, l'écriture reste pour moi franchement un métier, mais aussi le fait qu'il faut apprendre tout le temps. Ça c'est pour moi très important dans la vie aussi. Si on manque la curiosité, ça, c'est tragique. Pour moi, le péché mortel dans la vie, c'est l'ennui. Surtout si on a eu des opportunités éducatives. J'ai parlé récemment d'un groupe de jeunes écrivains et je leur ai dit, si vous pensez, parce que vous êtes nomadienne ou de Sciences Po, des choses comme ça, vous êtes de niveau plus élevé que les autres, franchement, faites attention. Regardez la femme à la caisse chez Monoprix. Bip, 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 8 heures par jour. Il y a une vie derrière de ça, et peut-être une vie intéressante, avec ses passions privées, ses problèmes. Peut-être elle va lire Roland Barthes ce soir, mais en même temps, il y a une vie là-bas, et il faut rester respectueux des vies des autres, et c'est toujours les vies des autres. Ça, c'est le sujet pour moi, pas le nombril. D'ailleurs, je m'étais toujours dit que vous étiez une sorte de radiologue de l'âme et des états d'âme. Et alors, quand j'ai ouvert 5 jours et que j'ai vu que votre personnage, ça commence avec ça, votre personnage féminin principal est radiologue, je me suis dit, alors là, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Alors, on sait qui porte Douglas Kennedy dans ce roman, c'est Laura. D'ailleurs, souvent, vous prenez le rôle de la femme dans vos romans. Vous êtes... une moitié de vos mon écrits, œuvre. Oui. Vous prenez une femme comme porte-parole, ou en tout cas, vous avez ce personnage-là. Et ça vous réussit drôlement bien, quand même, d'avoir des femmes en personnage principal. Peut-être mon ex-femme aura une idée différente au sujet de ma connaissance des femmes. Mais ce n'est pas comme j'ai une petite poche d'estrogène que je laisse sous le bras quand j'écris dans le peau de femme. Le truc, j'ai grandi au milieu d'un mariage très difficile. Vous n'en êtes jamais caché. Oui, 25 ans de mariage, c'était... un enfant autiste, bon, voilà, il faut pouvoir tenir le choc aussi. Tout à fait, mais avant ça, le mariage de mes parents. Enfant. Oui. Et j'ai grandi au milieu de ça. Et j'ai écrit ça dans mes collections de nouvelles, Mémoire à l'oreille de femme. Il y a une nouvelle qui s'appelle « Guerre froide ». Et franchement, ça, c'est 100% autobiographique. Mes parents, mon premier coup de foudre quand j'avais 7 ans à New York, en fait, New York, le week-end de la crise cubaine, où peut-être il y aura une guerre nucléaire, mon enfance dans un quartier très populaire, mes camarades de classe, mais aussi la guerre froide chez nous, entre mes parents. Et un mariage très classique des années 50-60. Mon père, homme d'affaires, très conservateur. Votre mère qui a renoncé à sa carrière, parce qu'à cette époque-là, quand on avait un enfant, on renonce à sa carrière et on élevait l'enfant, c'était comme ça. Une femme forte, frustrée, intelligente, mais aucune idée de sa propre identité, triste. Et d'ailleurs, elle vous l'a dit à 70 ans, enfin en tout cas le personnage, mais si on suppose que c'est votre mère, à 70 ans, elle a reconnu qu'elle ne savait pas qui elle était, quoi. Tout à fait. Et qu'elle était peut-être passée à côté de sa vie. Mais aussi pour moi, en fait, cette nouvelle, c'est très important parce que quand j'ai terminé ça, je l'ai écrit pour la BBC. C'était une commande pour, en fait, le 50e anniversaire de la crise cubaine. J'ai commencé à réfléchir. Ça, c'était le moment quand j'ai commencé à observer des autres. Surtout ma famille. Peut-être c'est le moment quand je suis devenu écrivain.
de manière très jeune. Mais grandir dans un mariage raté, avec beaucoup de pression, grâce à ça, je suis devenue très indépendante, très jeune. Je suis sorti tout le temps, surtout comme un ado. Et heureusement, en fait, j'ai grandi à Manhattan. Donc, quel cadeau. Surtout parce que je n'étais pas très sportif, au contraire. Mais en même temps, ma vie culturelle a commencé. Pendant mon adolescence, des petits cinémas, j'ai grandi avec la nouvelle vague et des films de Bergman et des westerns de Jean Ford, les arts plastiques, la musique classique, en fait Bernstein, et puis Boulez à la tête de la Philharmonie de New York, les ballets de Balanchine. Et pour moi, ça c'était mon refuge. Et puis, de plus en plus, l'écriture. On retrouve ce goût des arts multiples et éclectiques et qui traverse tous vos romans. Il y a toujours un personnage qui soit artiste, soit intéressé ou passionné par les arts. En l'occurrence, dans 5 jours, c'est le fils de Laura, qui est artiste et qui s'en tire bien. Il lui faut telle couleur de bleu et pas telle autre. Laura et Richard aussi, c'est 2 types. Oui, elle est manipulatrice radiologue, il est un homme qui vend de l'assurance, un homme très gris. Derrière de ça c'est mon point aussi, c'est 2 types très, très intelligents, mais qui ont sous-estimé leur intelligence. Mais qui ont enterré tout ça finalement sous des vies un peu ternes et pas faciles à vivre. Quoi. Mais ça, c'est une des choses les plus intéressantes quand on tombe amoureux. Si c'est un vrai amour, aussi il y a une connexion intellectuelle. Ça c'est nécessaire, en fait, une attraction sexuelle. Ça va durer peut-être quelques semaines, mais en dehors de ça, ça c'est un point de vue personnel, mais en dehors de ça, s'il n'a pas une connexion intellectuelle, il n'a pas l'avenir. Et pour Laura et Richard, ils découvrent franchement, ils ont des grands lecteurs, et aussi ils adorent les mots. Des synonymes. Oui, ils adorent, ils ont des centres d'intérêt totalement communs, c'est presque fusionnel quand ils se rencontrent, mais on ne va pas vous en dire plus sur ce roman, parce qu'il faut quand même le lire, et évidemment, comme à chaque fois, on se fait complètement... J'ai presque envie de dire à voir, parce qu'on se dit, ben oui, il va se passer ça, et puis non, pas du tout, parce que le talent de l'écrivain est là, et l'intelligence de la vie aussi fait que vos personnages sont bien plus mystérieux et beaucoup moins prévisibles que ce qu'on aimerait croire au début, en tout cas. Comme j'ai dit beaucoup de fois, en fait, j'ai commencé avec mes romans d'écrire mes propres contradictions. Et puis, j'ai découvert par hasard que la plupart des gens partagent les mêmes contradictions. Et ça, c'est un autre aspect de mon écriture. Honnêtement, c'est très quotidien. Dans 5 jours, il y a un portrait de la classe moyenne américaine contemporaine. Et le fait que la classe moyenne américaine lutte tout le temps, ça, c'est mes voisins dans le Maine. Des types qui gagnent peut-être 50 000, 60 000 $ par an. Et aussi, il n'y a pas un système de santé publique. Et la vie coûte cher maintenant, partout. Donc, pour moi aussi... ça, c'était un changement parce que c'était en dehors de la classe professionnelle, parce que ça, c'est la plupart des narrateurs et narratrices ou des artistes. Je voudrais qu'on parle de Murmurer à l'oreille des femmes. Ce sont des nouvelles, donc vous ne nous aviez pas habitués à ce format court. Et alors moi, j'ai découvert les nouvelles quand j'ai vécu à un moment de mon existence aux États-Unis. J'ai découvert l'art de la nouvelle. Alors qu'il y a une importance là-bas incroyable, quand chez nous en France, il faut un peu lutter quand même. C'est pas dans la tradition. Je trouve que ça commence à frémir et à venir. Mais voilà, vous apportez donc avec vous l'art de la nouvelle. Peut-être que vous initiez vos lecteurs à cet art-là. Ils ne sont peut-être pas habitués. Mais au sujet... C'est un autre style, avec toujours les mêmes thèmes, mais un autre style. Mais au sujet des nouvelles et des Français, il y avait de Maupassant. De Maupassant, c'était en fait un des grands... et quoi derrière? Oui. Maupassant, bien sûr. Maupassant, et l'impression qu'après, c'est un gros gouffre. Il n'y a plus rien en France. Oui, mais je me souviens très, très bien quand j'ai découvert Maupassant à l'université, en fait. Quel cadeau aussi. Ça a été un choc pour vous, Maupassant? Ah oui, magnifique. Mais aussi, en fait, il y a un lien entre Maupassant et Tchekhov. Aussi. Et puis, en fait, des nouvelles de Fitzgerald, par exemple, ou Hemingway, Jean Cheever, Jean Updike, maintenant ma copine Laurie Moore, qui écrit tout le temps dans le New York. Il y a une grande tradition, surtout aux États-Unis. Et pour moi,
au début et à la fin, je suis romancier, mais de temps en temps, je crée des nouvelles, pas commande, pour des magazines, comme tout le monde. Ça, c'était les nouvelles, oui, à Eddie Fitzgerald, quand ses romans ont commencé de chuter. Il a écrit tout le temps pour des hebdos féminines, mais des nouvelles extraordinaires. Mais je trouve que c'est un art très compliqué, moi, la nouvelle. C'est très compliqué parce que techniquement, c'est dense, mais on n'a pas beaucoup de temps. Guerre froide, dans 12 pages, je dresse New York au début des années 60, le East Village, mes camarades de classe, cette fille dans la rue et un mariage raté, le rôle des hommes et des femmes, et une mère frustrée, franchement, un père triste. Et ça, c'est dans 12 pages. Et donc, techniquement, pour moi, c'était très intéressant. C'est marrant parce que ça fait 2 fois, Douglas Kennedy, que vous citez cette nouvelle guerre froide. Je ne savais pas du tout qu'elle était autobiographique. Et ça a été c'est celle qui m'a le plus marqué, quoi, ma préférée. Parce que quand on referme un livre de nouvelles, moi, je fais toujours l'exercice, je me dis alors, laquelle tu as retenue? Et la première qui est venue à mon esprit, c'est Guerre froide. Vous voyez, c'est pourquoi, j'en sais rien. Peut-être parce que c'est un petit garçon, le narrateur. Peut-être je que sais c'est pas. Moi-même. Peut-être que c'est complètement moi-même. D'ailleurs, en parlant de petit garçon, j'ai remarqué aussi qu'il y a un thème qui revient souvent de manière transversale dans vos romans, c'est celui de l'enfant perdu. Et une fois de plus, je guettais celui-là dans 5 jours, et une fois de plus, il y a effectivement une histoire d'enfant perdu, même si c'est un enfant déjà adulte. C'est quand même un thème très, très transversal chez vous, qui est aussi autobiographique ou pas? Parce qu'on a un peu ce travers-là de vouloir chercher tout ce qui est autobiographique chez les romanciers, bien sûr. J'ai un enfant autiste. Mais pas perdu, autiste, parce qu'il... Mais pas perdu, mais... La dernière fois, on disait qu'il menait bien sa vie, quand même, cet enfant. Oui, tout à fait. Il est à l'université maintenant, et il a un petit ami. D'accord. Extraordinaire. Et il a 22 ans, en fait, début août, et oui, sa vie, c'est extraordinaire. En même temps, quand il avait 5 ans, il a eu une crise épileptique et il est dans un état catatonique pendant 3 mois. Ça, c'était très dur. Ça m'a beaucoup changé. Il a peur de perdre son enfant. Oui, tout à fait. Et j'ai pensé peut-être, il ne va pas mourir, mais peut-être il ne va revenir. Parce qu'il était ailleurs pendant 3 mois. Et, heureusement, il y avait un neurologue pédiatrique à Londres qui était brillant, et petit à petit, il est revenu. Et puis j'ai trouvé un système éducatif pour les enfants autistes qui marche, qui était créé à UCLA. Et on a créé une école pour lui à Londres. Le truc aussi, après ça, j'ai commencé à écrire La poursuite du bonheur. Et il y a un thème de l'enfant perdu. C'est le bébé que Sarah perd 2 fois quand elle est enceinte. Je n'en ai aucune idée que, franchement, peut-être derrière de ça c'était... franchement, mes propres peurs. C'est les autres qui vous signalent, oui, finalement. C'était une grande copine en Irlande qui m'a dit, quand elle a lu le livre, c'est magnifique, elle m'a dit, Douglas, et tu sais, elle a dit la même chose que vous. Tu sais, Douglas, il y a un thème d'enfant perdu. Et j'ai répondu, oh mon Dieu. T'as raison, je n'en ai aucune idée. Se lire soi-même pour se connaître. Tout à fait. Finalement. Quand vous étiez venu il y a 5 ans, Douglas, vous nous aviez expliqué comment vous écriviez. Je ne sais pas si c'est toujours valable. Vous disiez, voilà, moi j'écris 500 mots par jour, grosso modo. Ça correspond à 2 pages. Là, vous êtes en période de promotion. Le Salon du Livre de Paris, qui est le plus gros salon littéraire de France, vient de se terminer. Donc, pour les écrivains, c'est un marathon, surtout en plus en période promotionnelle. Vous arrivez quand même à écrire tous les jours Tout à fait. En plus, vous voyagez beaucoup, donc il y a les avions. En fait, j'avais une demi-heure dans un taxi de dernière interview d'ici et j'ai écrit. Ouais, cela dit, je dis ça, puis pendant le générique de l'émission, vous étiez encore en train de prendre des notes. Oui, tout à fait. J'écris tout le temps. Ouais. 2 jours de promotion ici en France. J'avais écrit franchement presque 12 000 mots. Pour moi, c'est très quotidien, c'est essentiel, c'est aussi mon équilibre. Ouais. L'écriture, pour moi, je peux contrôler le monde. En dehors de ça, dans la vie, ça c'est impossible. Créer un roman et créer des personnages, c'est bien être un démiurge quelque part. C'est se prendre pour Dieu, on crée un personnage, on le fait naître, on le fait mourir, on le fait je sais pas quoi. Je peux changer beaucoup de choses. Dans la vie, ça c'est impossible. On ne peut pas contrôler le destin des autres. Même si on est dictateur, et je ne suis pas dictateur. Je n'en ai aucune entrée du pouvoir. Mais pour moi, en fait, c'est très quotidien et aussi on avance tout le temps. Ça, c'est un autre aspect de l'écriture.
jour après jour, l'histoire augmente. Et puis, oui, après un an, peut-être, on a le premier jet. Un an et demi. Mais c'est jour après jour. Et aussi le fait que je pense que chaque roman dans mon œuvre est complètement différent que les autres. Il y a une grande différence entre Piège nuptial et cet instant-là où la femme de cinquième a quitté le monde. Le prochain roman, en fait, c'est presque un polar, mais l'action se déroule au Maroc, donc Afrique du Nord. Le truc, je fonctionne comme une éponge. J'absorbe trop de détails tous les jours. Et surtout, en fait, ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore les signatures, quelques fois par an, parce qu'on rencontre des lecteurs et lectrices. Et ça, c'est très L'échange avec vos lecteurs et vos lectrices est pour vous un moyen aussi de vous imbiber de leur vie, finalement, et de, Tout à fait, montrez-nous ce petit carnet que vous cachez dans votre veste, s'il vous plaît. Monsieur Kennedy, voilà, donc vous sortez votre petit carnet à bord doré, et vous écrivez comme ça, genre vous signez, faites une dédicace, et en même temps vous dites, ouh là là là, faut que je retienne... Non, jamais en face les autres. Non. Jamais en face les autres. Mais pour moi, parce que j'ai un certain style, quand j'ai fait des signatures, ce n'est pas comme ça. Je prends la main, comment vous appelez-vous? Enchanté. On parle un peu. Peut-être 30 secondes, peut-être 2 minutes. De temps en temps, il y a un échange et on entendre quelque chose d'extraordinaire. Il y a 6 ans, moins, 5 ans, en Angoulême. Un moment extraordinaire pour moi pendant une signature. C'était pendant la sortie de Quitter le monde. Et c'est une histoire très tragique. Et une femme m'a abordé. Elle a commencé de pleurer en face de moi. Et je lui ai dit, Madame, j'ai pris les mains. Elle me dit, j'ai perdu ma fille unique il y a 6 mois. Je suis tombée enceinte. C'était un miracle quand j'avais 41 ans. J'ai 47 ans maintenant. Ma fille a eu un cancer de cerveau. Elle est morte il y a 6 mois. Pour moi, en fait, c'était en dehors, impitoyable. Et puis, j'ai lu votre roman, M. Kennedy, et j'ai compris, je ne suis pas seul. Et je l'ai embrassé et je lui ai dit, Madame, vous avez validé mon existence. On lit pour comprendre, on n'était pas seul. Et si mes romans ou mes nouvelles fonctionnent comme un miroir de la vie, superbe. C'est que c'est gagné. Tout à fait, super. Je me suis posé une question parce que vous avez au tout début, vous avez démarré comme régisseur de théâtre. Ça vous a jamais tenté d'écrire une pièce de théâtre, enfin une adaptation d'un de vos romans en pièce de théâtre, vraiment une pièce de théâtre? Au début de ma carrière, j'avais écrit 5-6 pièces de théâtre. Ah, quand même. Assez médiocre. Non, mais aujourd'hui, là. Mais aujourd'hui, c'est très intéressant parce que j'ai déjeuné avec un directeur de théâtre et on a discuté quelque chose. Et donc, on verra. Ce n'est pas par commande, mais peut-être cet été, quand le nouveau roman est livré, peut-être je vais essayer une pièce de théâtre. C'est encore un autre style d'écriture. Oui, un autre apprentissage. Et aussi c'était le début de ma carrière, et peut-être après 25 ans, c'est plus, en plus maintenant, c'est, oh mon Dieu, c'est 28 ans. Peut-être je verrai assez. Démarrer un nouveau métier, enfin, c'est pas vraiment un nouveau métier, mais... Oui, mais pour moi, en fait, le truc, il faut changer. Voilà, aussi. Se renouveler aussi, c'est important. Oui, mais dans une vie aussi, en fait, j'ai terminé un mariage de 25 ans il y a 6 ans. Et ça, c'était peut-être la décision la plus difficile de ma vie. Et très triste, mais très nécessaire. Et naturellement, c'était des choses, un traumatisme pour moi-même, pour mon ex-femme. J'imagine pour votre épouse et pour les enfants, bien sûr. Mais surtout pour mes enfants. Mais en même temps, en fait, je suis un homme plus heureux maintenant. Changer, ça c'est un thème de 5 jours aussi. Et ça c'est le verbe le plus difficile à suivre. Parce qu'à côté de ce verbe, il y a la question primordiale pour moi dans la vie. Et c'est la question la plus difficile, et c'est aussi la question la plus simple. 4 mots. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Alors ça, il y a une de vos nouvelles d'ailleurs qui se termine par ça. Qu'est-ce que je veux, moi?
Changer, tiens, c'est intéressant pour rebondir ce mot-là, parce que la personne que nous allons recevoir sur ce canapé rouge a su changer de vie, justement. C'est un sculpteur d'origine bourguignonne, mais qui fait de la sculpture arménienne, même s'il n'en a absolument pas les racines, il en a et le goût et le talent. J'ai demandé à Nicolas Bourriaud de bien vouloir nous recevoir. Peut-être avez-vous noté Douglas Kennedy, ces sculptures qui sont là. Bienvenue. Nicolas Bourriaud, bonjour, installez-vous, cher ami, installez-vous. Vos sculptures vous ont précédé. Alors voilà, on a en face de nous un croyant et Douglas Kennedy, un grand athée, mais alors très sensible à l'art. Je ne suis pas un grand athée. Non, non. Ah voilà, vous m'aviez dit ça la dernière fois. Je suis très agnostique. Ah, très agnostique, oui, c'est vrai. En fait, un grand athée, ça c'est un peu trop glauque pour moi. Trop radical. Oui, trop radical. Et c'est comme des néo-chrétiens aux États-Unis, c'est l'inverse. Non, en fait, honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura un paradis d'après, mais en même temps, il y a un aspect très spirituel de chez moi. Pour moi, en fait, les choses spirituelles, c'est là. Et aussi, il faut garder un aspect de mystère. Vous m'aviez dit que vous étiez panthéiste la dernière fois, je me souviens. Oui. Alors, Nicolas, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Vous avez suivi cette première partie d'émission. Oui. Et avant qu'on parle de vous, j'aimerais bien vous entendre. Est-ce qu'il y a une phrase qu'a pu dire Douglas Kennedy, une idée, une parole qui vous a particulièrement interpellé, giflé, frappé, que sais-je? C'est l'idée de changement que la j'ai toute bien dernière. aimé, justement, cette idée de changement sur l'évolution, rien n'est arrêté jamais, sur les étiquettes, la valse des étiquettes, avec la caissière, justement. C'est ça. Et c'est un peu aussi, justement, l'histoire de ma vie. J'ai été plusieurs choses, on va dire. Pas caissière. Pas caissière. Cantonnier. Cantonnier, pizzaiolo. J'ai fait plein de petits métiers, mais fondamentalement, je ne suis pas ni cantonnier, ni pizzaiolo, comme vous n'êtes pas qu'un écrivain. Alors, Nicolas, en fait, est depuis tout petit, je crois qu'à 7 ans, votre carrière d'écrivain s'est dessinée. Je dessinais aussi. Voilà, il Ma dessinait, carrière. il sculptait. Et alors, le grand talent de Nicolas, c'est de voir un bout de bois qui ressemble à rien, ou genre une poutre, et lui, il voit tout de suite ce que la poutre contient. Vous savez, ça fait partie de ces gens qui ne vont pas se dire « Oh, bah, je vais faire un chat dans cette poutre ». Non, le chat est dans la poutre, ou la Vierge est dans la poutre, ça, la Vierge Marie, ou que sais-je, quoi. Oui, c'est vraiment là, je n'ai pas appris. Donc, en tant qu'autodidacte, moi, j'ai suivi mon esprit d'enfant, c'est-à-dire que là où je voyais un joli caillou, j'allais chercher loin dans ma tête ce qu'il y avait dedans, et avec l'âge, j'ai osé prendre des outils et commencer à taper sur le caillou. Et dedans, il y avait effectivement une vierge ou un saint qui était caché dans le caillou. Alors on peut peut-être monter pour que montez-le sur le canapé avec vous, peut-être qu'on le voit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc là, vous récupérez une vieille c'est planche. Une très vieille planche que j'ai trouvée dans un poulailler, celle-ci. Voilà. Voilà. Et quand je l'ai regardée, il y avait un nœud par ici qui dessinait un début de sourire, 2-3 fels qui m'ont emmené. J'ai vu des ailes et de fil en aiguille, et bien en grattant, on se retrouve avec l'ange Gabriel. J'ai retrouvé Gabriel qui s'était caché dedans. Voilà. Et ce que j'aime surtout, c'est travailler aussi ces vieux bois. Pour revenir sur les étiquettes, voilà, leur étiquette est celle d'un vieux bois tout pourri. Quand je les ramasse, il y avait encore un peu de caca des poules dessus, tout ça. Super. Voilà, j'aime nettoyer les étiquettes. Et le caca des poules. Et le On caca peut des peut-être poules. le mettre entre vous deux. Alors c'est vrai que vous avez démarré par des sculptures plutôt profanes. Oui. On va voir des images notamment de ce que vous avez pu faire, Nicolas. Et puis au fur et à mesure, vous êtes rapproché de Dieu, on va dire. Je suis parti du multiple et je suis arrivé vers le 1. Voilà, vers l'art sacré, voilà, ou vers l'art arménien. Et c'est ce que j'ai cherché, oui. Parce qu'il y a une conversion dans votre vie? Oui, ma vie est une longue conversion, je crois. C'est-à-dire que... C'est comme tous les personnages de Douglas Kennedy, c'est que des rédemptions à chaque fois. Voilà, racontez-nous la vôtre. Alors, la mienne, elle est très longue. J'ai beaucoup provoqué Dieu, on va dire. Je ne le cherchais pas. À la limite, je pouvais dire qu'il était avec moi, que donc c'est comme un ami qu'on est sûr d'avoir avec soi. On n'en prend pas très soin, on n'y fait pas très attention. Et au fur et à mesure de ma vie, je me suis retrouvé dans des situations où sa présence était flagrante. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, par exemple, dans des situations... j'ai vécu aux Canaries, où je me suis retrouvé dans une situation sociale très précaire. Et finalement, un jour, je me suis même retrouvé sans chaussures. Et j'ai trouvé, et c'est vrai, sur une petite route
qui descendait à la plage, 3 km avec rien, sur le bord de la route, une paire de chaussures neuves, avec 2 chaussettes neuves posées dedans. J'étais avec des amis en voiture, je venais de casser ma dernière paire de chaussures, j'ai dit stop, je suis descendu, j'ai pris les neuves et j'ai posé les anciennes. Et au niveau du symbole, et plusieurs fois, comme ça, il m'arrivait des choses qui m'ont fait dire que bon, j'étais quand même bien accompagné, parce que je pense que j'ai été un petit con pendant très longtemps, et donc il est allé me chercher très loin et il m'a remonté avec mon accord. Parce qu'il y a un moment où j'ai dû dire d'accord, j'ai dû dire oui. Voilà, je me suis laissé gagner par ce oui, en fait. Le oui à la vie, le oui à la joie, au bonheur. Voilà. Une forme d'acquiescement à avoir. Ah oui, ah oui. Et à la vie, vraiment. Ensuite, je voulais manger la vie et tous les goûts possibles de la vie, alors qu'avant, non, j'étais plutôt dans un petit individualisme égoïste, occidental. Je faisais ce que je voulais quand je voulais et surtout pas essayer de faire quelque chose qui aurait pu être un échec. Il y a un côté personnage de roman chez lui, Douglas Kennedy, mais c'est vrai quand je dis que vos personnages ont souvent une rédemption. Souvent, c'est des gens qui vont changer de vie. Et par contre, il faut qu'ils forgent leur destin. Hein, il faut qu'ils se prennent en main. La C'est un peu ce qu'a fait rédemption, Nicolas. c'est en soi-même, au début et à la fin. Et franchement, je pense que s'il y a la main de Dieu à côté des choses, franchement, à la fin, j'ai un point de vue très existentiel. On est seul dans un monde impitoyable et honnêtement, on écrit son propre destin, d'après mon expérience. Tout est une question de choix et d'interprétation. Un de mes écrivains préférés, c'est un écrivain catholique, Graham Greene. Qui a converti quand il a étudié à Oxford. Et honnêtement, en fait, je suis très proche de Greene et aussi de son point de vue éthique et moral. Le fait que, franchement, entre deux personnes, en fait, il n'y a pas des choses manichéennes, tout est très gris. Tout n'est pas ni noir, ni blanc, il faut être dans la nuance, dans le gris. Et c'est tout le propos de Graham Greene. Toujours des nuances, mais aussi le fait que tout le monde lutte. Et la lutte, c'est contre la mortalité. La lutte, c'est franchement... Contre soi aussi. Est-ce qu'on lutte pas contre mais toujours, soi en fait, la plus grande lutte dans la vie, c'est soi-même. C'est bien celle-là. Point final. C'est soi-même. On est capable de oui, et comment on va lutter avec ça, ça c'est aussi le destin. Mais aussi, un autre aspect de Greene très important, c'est l'idée du pardon. Un pardon existentiel de Dieu ou de soi-même. Voilà, le pardon aussi qu'on s'accorde à soi-même, parce que c'est un peu ce que vous racontez. Si on croit en Dieu et qu'on se dit, bon, bah, Dieu il vient me chercher, encore faut-il se pardonner, sinon on reste dans sa fange. Voilà, c'est là que j'ai dit, il y avait une nécessité d'acceptation. Oui, en fait, l'année prochaine, en fait, je vais sortir un livre philosophique que j'ai terminé il y a quelques semaines. C'est un mémoire philosophique. Et le titre sera « Toutes les grandes questions sans réponse ». Mais il y a un chapitre au sujet du pardon. Parce que pardonner des autres, franchement, ça, c'est quelque chose qu'on fait pour soi-même. Ça, c'est essentiel. Parce que si on peut pardonner des autres, franchement, on peut détoxifier soi-même en même temps. C'est désintoxiquer. Mais oui. Rester fâché. C'est poison. C'est poison. Et aussi, franchement, c'est inutile. À la fin. Oui, c'est nourrir le monstre. C'est complètement inutile. Une des raisons pour lesquelles je suis très expert des mariages ratés, des disputes, et parce que ça c'était mon premier mariage et aussi de mes parents, mais aussi je comprends que la plupart du temps, quand un couple se bute, derrière de ça, il y a la peur, il y a des frustrations, mais pas avec l'autre, c'est avec soi-même, toujours. C'est en ça que j'admire, moi, les gens comme vous, tous les deux, qui prennent leur destin en main. Nicolas, il a pris son destin en main d'une manière aussi toute simple. Hein. Il m'a envoyé un petit message sur Facebook en me disant « J'aimerais bien passer en son émission ». Moi, je suis allée voir le site. Alors, j'ai craqué très honnêtement pour vos croix arméniennes. Alors, j'ai cru qu'il était arménien. Forcément, on fait des croix arméniennes de manière un peu simplette. Je me suis dit, il est arménien, et pas du tout. Rien à voir. J'aimerais qu'on montre à Douglas Kennedy ce que vous faites. Je trouve ça magnifique. Ça, c'est super. Alors, et puis, ça pèse son poids. Ça, c'est assez irlandais aussi. Oui. Très. Parce que j'ai étudié à Trinity College Dublin, et le livre de Kells. Oui. Et là-bas, donc, mais ça, c'est très irlandais. C'est bien Attendez, c'est irlandais ou c'est arménien?
Eh bien, il y a beaucoup de liens entre l'art, entre le celtisme, au sens le plus... Oui. Les Bretons, Voilà. Et l'Arménie, dans l'art, dans la spiritualité, dans les modèles de vie, il y a beaucoup de liens. Mais qu'est-ce qui vous a amené vers l'Arménie, Nicolas? Attends, on raconte parce qu'il est originaire de Bourgogne, voilà, côté je suis Alésia, bourguignon. vers Alésia. Ok. Donc, Il je habite me dans le suis Luberon. intéressé à l'art celto-chrétien. J'aimais la nature dans l'art, le vivant. Et assez vite, ça m'a ennuyé, puisque on ne peut pas s'intéresser au celtisme sans croiser un druide tous les 3 mètres. Donc très vite, ça m'a ennuyé. Et ensuite, donc, ce sont des amis qui m'ont commandé un jour une croix pour quelqu'un de leur famille qui était décédé, une croix arménienne. Donc je me suis renseigné sur l'art arménien, la croix arménienne, et j'y ai redécouvert les symboles que j'aimais dans l'art celte, mais débarrassé de tout ésotérisme un peu lourd, un peu 19e siècle. Oui. Et là, j'ai retrouvé une foi simple de gens du peuple qui mettent de la vigne, des oiseaux, de la couleur, et c'est un art populaire avant tout. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est-à-dire que c'est un art populaire, chacun peut le faire, chacun peut dessiner une croix chez lui avec les proportions qu'il veut, comme il veut. Chaque village avait son style. C'est vivant et libre. C'est ce que j'ai aimé surtout, voilà. Ça vous parle, vous qui vous intéressez tellement à l'art, Douglas Kennedy, de manière assez éclectique, quand vous voyez un objet, sous-pesez-le, juste pour voir. Pesez cet objet incroyable, Douglas, allez-y, prenez-le, posez votre crayon, prenez-le dans la main, vous allez voir un peu le poids. Non mais, avec vos mains, prenez-le voir. Ok. Juste pour le... Comme ça? Ouais. C'est lourd, hein? Oui, c'est lourd, c'est très lourd. Ça vaut son... Oui, mais pour moi, en fait, c'est mes racines irlandaises, immédiatement. C'est drôle. Et aussi, en fait, parce que ça, c'est une croix celtique. Tout à fait. Donc vous êtes à la maison, là. Oui. Quelque part. On va regarder justement d'autres croix celtiques en images. Hein. Nicolas, je voudrais quand même vous poser une question. Votre site internet, il s'appelle KRB1 ou One. Oui. Ça veut dire quoi? Je n'ai plus le droit de le dire. Comment ça, vous n'avez plus le droit de le dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand j'étais jeune, c'était mon tag. D'accord. Ah, vous avez tagué. D'ailleurs, Oui. il y a des tatous. On peut se... Dès qu'il y avait des tâches à faire quelque part, ou des trucs à gratter ou à casser, j'étais là. D'accord. Et petit à petit, donc c'était un truc tout à fait idiot et rigolo qui nous faisait rire avec les amis, et ça m'a donné par la suite d'autres significations, et plusieurs fois dans ma vie, ce signe a pris des significations différentes. C'est-à-dire que, bon, je peux le dire, au départ c'était Caribou, le King Caribou, et maintenant ça tient plus de la baraka, dans l'autre sens. D'accord. Voilà, c'est très... C'est ce que j'y ai mis dans ma tête pour l'instant. Donc je le garde, puisque voilà, pour l'instant je suis passé du caribou à la baraka. D'accord. C'est intéressant. Alors vous dites que vous êtes sculpteur comme d'autres sont moines ou assassins, par vocation. Parce que je peux ou pas écrivain. faire autre chose. Voilà. Moi, dans mon sens, c'est ça. Même quand je travaillais comme cantonnier, mais avec le ballet, j'avais vite fait de faire 2-3 lignes que je trouvais jolies, ou quand je coupais l'herbe, je faisais... Il a dû être une catastrophe pour ses employeurs comme cantonnier. Ça a dû être, J'étais aléatoire. Qu'est-ce que vous auriez fait d'autre, Douglas Kennedy? Je vous prive de crayon, d'ordinateur pendant 1 an. Vous n'avez pas le droit d'écrire. Interdit d'écrire. Vous faites quoi? Je vais apprendre le piano. Je vais apprendre le piano. Ça, c'est un de mes regrets parce que la musique classique et du jazz, ça, c'est 2 de mes passions privées. Et aussi, j'ai une grande connaissance du jazz et de la musique classique. Et un de mes regrets, en fait, je n'ai pas, franchement, apprendre un instrument. J'ai appris le français il y a 13 ans, par exemple. Il faut de la volonté quand même pour apprendre une langue en étant adulte. Moi, je suis toujours assez admirative de ça. Ça, c'était une grande volonté et aussi une discipline. Et une force, parce que c'était 4 fois par semaine pendant 8 ans. Ah ben, le piano, vous croyez que ça va être quoi? Oui. Et aussi, en fait, ich spreche Deutsch auch. Das ist meine dritte Langue. So. Mais peut-être, en fait, quand je peux prendre une pause, je vais prendre un instrument. Mais dans mes rêves, dans une autre vie, peut-être, je serai un chef d'orchestre. Mais la vérité, si on est chef d'orchestre, on est capitaine. Et ça, ce n'est pas mon truc. Je ne veux pas diriger les autres. Si on écrit, j'en suis sûr que c'est la même chose. Chez vous, en fait, on est privé.
Et on n'a pas aucun intérêt de pouvoir. C'est un plaisir solitaire. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Et j'ai dit ça tout le temps des jeunes écrivains. La première question, est-ce que vous aimez la solitude? Bah oui. Parce que si on n'aime pas la solitude, cherchez un autre métier. Parce qu'on est complètement seul, physiquement, existentiellement, et on lutte avec des doutes tout le temps. Le doute, c'est très important pour... Chez l'artiste, si le doute n'est pas là, c'est... C'est terrible, mais aussi... C'est bon. C'est terrible, mais c'est aussi la frisson créative. Oui. Pas de doute, pas là. J'en suis sûr de ça. Même si on est très productif. Et oui, j'avais écrit en fait 15 livres depuis, en fait, oh mon Dieu, c'est 27 ans. Et on est terrible vous avez avec dit que vous mettiez soi-même. un an et demi à écrire un livre. Combien de temps il faut, par exemple, Nicolas, pour faire une croix comme celle-là ou comme celle qu'on peut voir, nous, Je vais sur votre site galvauder mes prix. internet? Non, mais ça, je ne saurais pas vous dire, parce que souvent j'en fais plusieurs à la fois, mais celle-ci, je dois avoir 3 ou 4 jours de travail, plus la seulement peinture. Ah oui, Plus la d'accord. peinture. J'imagine ça beaucoup plus lourd. Mais c'est vrai que vous faites des métiers très solitaires, tous les deux. Même si Douglas, lui, va forcément à un moment à la rencontre de son public, parce qu'il y a les signatures, il y a les promotions dans tous les pays, etc. Donc il y a quand même des moments de grande solitude, puis des moments de grande... presque trop de rencontres, etc. Vous, il peut y avoir les expositions, bien sûr, mais c'est peut-être encore plus solitaire qu'écrivain, j'ai l'impression. Enfin, qu'un écrivain qui a trouvé son public, hein, parce que... Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ça, c'est un choix aussi de rencontrer le public. On peut vivre comme on peut se draper, comme enfin. Thomas Pynchon, personne ne connaît le visage de Pynchon. Pynchon a refusé des interviews, un des grands écrivains américains depuis 50 ans. J.D. Salinger, la même chose aussi. En fait, ça, c'est un choix de rencontrer mon lectorat. Pour moi, c'est très important parce qu'on n'écrit pas seulement pour moi-même, c'est pour des autres et on n'existe jamais. J'ai découvert ça, oui. Moi, une fois, j'ai retrouvé dans une de mes premières expos, j'avais placé, donc j'ai une grande scène qui fait... Magnifique. La scène qui fait presque 2 mètres. Donc Jésus, les 12 apôtres... Tous très les beau, copains à en table. bois. Et j'ai déjà trouvé une personne en train de prier devant. Lors d'une exposition, Wow. je suis rentré. Donc c'était à Fort-Calquier, à la cathédrale. Et sur le côté, on en avait disposé plusieurs sur les piliers. J'ai trouvé quelqu'un qui était là. En plus, le curé m'a dit depuis une bonne demi-heure, là, j'ai su pourquoi je sculptais. Là, ça fait plaisir d'avoir donné à cette personne l'émotion. Juste à ce moment-là, c'était pour lui, ça m'avait réchauffé le cœur. J'imagine que la communauté arménienne, quand elle vient vous chercher des croix et vous en acheter, c'est aussi pour prier devant. C'est pas juste pour faire joli au-dessus de la porte de la cuisine. Donc, a priori, on est dans l'art sacré quand même. Moi, ce que je fais, c'est avant tout sacré. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est pas de la C'est déco ce qui vous ou intéresse du aujourd'hui. souvenir de vacances. Si je fais des croix, c'est vraiment. C'est pour la chargé croix. de sens. Ah oui, C'est oui, oui. chargé Moi, de s'il y a du sens. sens. S'il n'y a pas du sens, j'en veux pas. C'est que de la forme, mais bon. il y a des Douglas, vous mecs- vouliez intervenir sur ça? Oui, tout à fait. Le truc pour moi aussi, c'est quand je vois quelqu'un dans le métro, et je prends le métro comme tout le monde, avec un de mes exemplaires, ça me touche énormément. C'est rare que je n'ai jamais abordé quelqu'un une fois au début de ma carrière et elle m'a dit dégagez connard. Oui. J'ai dit, je suis Douglas, elle a dit ah oui dégagez connard. Mais en dehors de ça, le fait que quand quelqu'un m'a dit en fait, comme j'ai expliqué en fait, votre roman a changé mon point de vue ou peut-être j'ai beaucoup de réflexions au sujet de ma vie grâce à votre roman, monsieur. Ça me touche énormément. En même temps, on ne va pas penser comme ça quand on écrit. Si on pense, OK, je vais changer la vie des autres, ça c'est un peu staliniste. Au début et à la fin, en fait, j'écris des narrations, mais peut-être parce que mes obsessions, c'est des inquiétudes modernes. Et le fait, des choses primordiales, le couple, le mariage, la tension perpétuelle entre des rêves personnels et des responsabilités qui, franchement, on a cru tout le temps. Et pourquoi on construit des vies peut-être étriquées ou pas? Pourquoi fréquemment, au début d'un mariage, on commence une relation intime avec l'idée, franchement, ce n'est pas très bon, mais je vais continuer.
Je connais beaucoup de mariages comme ça. Et finalement, c'est drôle parce que je vous regarde tous les deux et je me dis, Douglas, il s'intéresse beaucoup à l'homme, enfin l'homme avec un H majuscule, à tout ce qui fait notre humanité et beaucoup au cœur. Vous, Nicolas Bourriaud, vous êtes parti sur l'âme, vous êtes beaucoup parti sur cette partie-là, enfin, l'âme, c'est donc ce qui nous relie à Dieu. Rejoint, voilà. Mais par le biais de l'humanité, parce que par exemple, vous sculptez des saints, je pense à Saint François, j'imagine que c'est un saint qui vous parle Saint François, particulièrement. c'est mon copain. Saint François d'Assise, c'est votre copain, c'est votre pote. Ah oui, il proche de la nature il est comme là. vous. Voilà, c'est ça. Simple, vrai. Un ancien enfant. mauvais gars. Alors, pour reparler philosophie, je suis arrivé à Dieu par Nietzsche. Voilà. Nietzsche m'a libéré d'une vision de Dieu et de la religion qui ensuite m'a laissé la place à l'homme. Et donc, moi, je cherche l'homme, l'enfant. Ce que disait Nietzsche, il faut retrouver adulte le sérieux qu'enfant nous mettions à nos jeux. Et moi, c'est ça. Maintenant que je suis adulte, je peux prendre des gros outils, des gros bouts de bois, je peux le faire. Et Saint François, c'est pareil, il a cette légèreté malgré tout. S'il avait une envie, une volonté, il le faisait simplement. Cette simplicité, cette véracité même. Mais c'est quoi le lien entre Saint François et Saint Comme le pape maintenant. Comme le pape François maintenant. Voilà. Comme le pape Voilà. C'est quelqu'un qui vous touche, ce pape François, Douglas Kennedy? Il est royal. Il est très impressionnant. Il est très François. Il est très François. François. Ah oui, C'est le plus beau compliment que vous pouvez lui faire. Quand il a choisi son nom, je me suis dit, c'est chaud quand même, il faut l'assumer, François, c'est un gros travail. Ah non, lui, il est fantastique. Mais c'est pas un travail, puisqu'il est. Voilà, c'est ça. Être soi-même. Et je pense qu'il est très nécessaire pour l'Église catholique. Aux États-Unis, ça a été perçu comment, l'élection du pape François? Oui, tout à fait. En fait, parce que sa simplicité aussi et le fait qu'il a évité des choses bling-bling. Oui. Il a fait la une de Time, quand même, le pape François. Oui. Et aussi, je pense que petit à petit, il va commencer à changer des points de vue au sujet des homosexuels, par exemple. Peut-être le divorce, la contraception. J'en suis sûr. Parce que démographiquement, le monde change tout le temps. C'est comme mon pays. Le fait qu'il est en dehors des néo-chrétiennes et le fait que le Parti républicain est devenu une partie de droite chrétienne, mais néo-chrétienne très protestant. Franchement, démographiquement, le pays change aussi. 25% des Américains sont des origines espagnoles. Par exemple, petit à petit, le mariage homosexuel va arriver partout. Et je pense que ça, c'est une droite de l'homme. On assiste à un changement de société, parce que la société américaine, bien sûr, et finalement toute la société a son image. Oui, tout à fait. Mais on a parlé de Saint-François et je vois que le personnage vous touche. Pourquoi Saint-Michel aussi? Parce que Saint-Michel, les anges, d'une manière générale, vous intéressent. Voilà. On a Gabriel à côté de Douglas Kennedy. Je me suis toujours senti aussi un peu étranger dans ce monde. C'est-à-dire quoi? Un peu planant? Non, un peu dans ce monde, mais pas de ce monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont émoustiller les gens. Qui vous intéressent pas? Non. L'argent, par exemple, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Avant, l'argent, je n'en avais rien à faire. Et je le dis poliment. Même en ayant 2 enfants? Parce qu'il faut quand même pouvoir nourrir ses enfants. On le trouve toujours. Ses on est des petits oiseaux. Ouais. Du travail, il y en a toujours à gauche ou à droite. On trouve toujours. Donc là aussi, je rejoins Saint-François. On est des petits oiseaux. Même encore maintenant, cette année, j'ai des revenus. Nous avons des revenus plutôt bas. Et par exemple, pour le chauffage, je vais chercher le bois 1 fois ou 2 par semaine avec ma scie dans la forêt. J'aurai toujours du bois. Le jour où il y a trop plu, je ne peux pas aller en chercher. J'en trouve à gauche ou à droite. J'aime aussi essayer de vivre cette simplicité. Là, j'ai pas eu le choix dans beaucoup de choses dans ma vie là-dessus, mais j'aime ça. J'aime rester au plus simple, et au plus simple, généralement, on y arrive. Donc, les anges, voilà, pour moi, ça me rapproche. J'ai l'impression de venir de chez eux et d'être en bas. Voilà. C'est un discours qui vous parle, ça, Douglas Kennedy?
Ça m'intéresse. En fait, la foi des autres me fascine. J'ai écrit un livre qui s'appelle Au pays de Dieu. J'ai voyagé dans la centre de la Bible. Qui analysait toute la Bible Belt. Tout à fait, la centre de la Bible. Aux États-Unis. Oui. Et même si, en fait, mon point de vue spirituel, c'est plus agnostique, en même temps... L'expérience de vie de Nicolas vous intéresse, quoi. Mais m'intéresse parce que c'est passionnant et c'est très personnel et aussi c'est vrai. C'est vrai pour lui-même. Le truc, la seule chose, mon problème avec la religion, c'est quand ils ont essayé de contrôler, en fait, les autres de manière politique ou éthique. Mais c'est quand les hommes ont trop mis la main, finalement, sur la religion. C'est ça qui Tout à fait. vous gêne. Et honnêtement, éthiquement, je pense que oui, tout le monde a ses propres choses éthiques ou morales. Mais la foi des autres, ça c'est un grand sujet. Alors on va être obligé de s'arrêter là. Je voudrais laisser une dernière fois la parole à Nicolas avant qu'on termine. Vous voyez comment votre vie dans 10 ans, Nicolas, maintenant que vous avez pris ce virage de sculpteur à plein temps? Je sais bien que ce n'est pas votre truc de planifier, puisque on est au jour le jour. Au plus positif possible, c'est comme maintenant. Peut-être je vends des sculptures plus que maintenant. Autrement, je n'ai rien envie de changer dans ma vie, à part mes revenus. Ouais. Voilà, on va dire que mes Douglas, revenus. dans 10 ans, vous êtes où? Vous faites quoi? Dans 10 ans, j'espère un autre 7-8 romans derrière de moi. Dans 10 ans, j'aurai en fait presque 70 ans. Ouais. Et la chose la plus importante, je vais rester jeune. Et vous aurez écrit ma pièce de théâtre. Tout à fait. Alors, Douglas Kennedy chez Belfond, Murmurer à l'oreille des femmes. Belfond, c'est votre éditeur historique ici. Depuis 16 ans. Depuis 16 ans. Ouais. Moi, j'ai découvert Belfond grâce à vous. Douglas Kennedy, 5 jours aussi, qui est sorti juste avant, chez Belfond aussi. Donc là, c'est que du bonheur. C'est du Douglas Kennedy dans le texte, comme on l'aime. On attend évidemment le prochain roman, puisque vous nous avez promis une sorte de polar. Le site internet, parce que je crois que c'est peut-être le plus simple moyen de vous contacter. Oui, sur le site ou par Facebook. Oui. Ou par Facebook. Alors, il y a des œuvres absolument incroyables. On a essayé de vous en montrer pendant l'émission, puis il est gentiment venu avec ces deux-là qui pèsent très lourd, alors que, voilà, il fallait venir avec. Les œuvres sont absolument magnifiques. Précipitez-vous dessus, que vous soyez arménien ou pas. Ça, c'est pas très grave. Et c'est de toute beauté. Bravo pour ce talent. On vous souhaite un bon retour à Vachères, dans le Luberon. Je vous souhaite un bon retour où, Douglas Kennedy? Parce que... Manhattan. Manhattan. Oui. Ça, ce n'est pas le Luberon, mais c'est pas mal. Le Luberon, c'est sublime. Et si on inversait? Et si on inversait? C'est vous qui allez rentrer à Manhattan, Douglas Kennedy. Douglas Kennedy. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir.